Hello et bienvenue à tous dans ce 67e numéro du Rétro. On n'oublie pas les bonnes habitudes, commençons en remerciant tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui permettent de continuer la grande aventure des NBA Stories. Nous proposons un travail de recherche et d'interview de plus en plus important. Si vous appréciez ce projet et que vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, sachez que vous pouvez désormais offrir un tip directement depuis YouTube, en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Même le plus minime soutien est grandement apprécié. Merci à tous. Cet épisode vous est présenté par le tout nouveau partenaire des NBA Stories, Team Retro US. Si vous aimez notre chaîne, il est probable que l'histoire de la NBA vous passionne. Team Retro US est donc à ne pas manquer. Située dans le 9e arrondissement de Paris et sur internet, cette boutique est le paradis pour découvrir des produits vintage des plus grandes franchises NBA. Maillots, vestes, shorts, tout y passe avec de nombreux modèles introuvables ailleurs. Rudy, fondateur de Team Retro US, est un passionné de basketball autant qu'un fan des NBA Stories. N'hésitez pas à aller lui rendre visite pour parler balle orange et découvrir la folle collection de maillots vintage qu'il vous propose. Cadeau de sa part à nos abonnés, montrez cette vidéo en boutique et obtenez 10% de réduction. Parfait pour combler vous-même ou vos amis fans de NBA. Dans le dernier numéro, Team Retro US vous avait proposé un jeu concours pour gagner un maillot 1983 de Michael Jordan. Le vainqueur, tiré au sort parmi les bonnes réponses, s'affiche à l'écran. Merci de contacter cette adresse email pour recevoir le maillot. Los Angeles, 2010. 7 ans après le départ de Shaquille O'Neal, Kobe Bryant venait de glaner une bague de plus que son frère ennemi, la 5e de sa carrière. Le titre de 2010, gagné de façon magistrale face aux rivaux des Celtics, est l'apothéose de la légende de Kobe. Bien plus mature, bien plus altruiste, l'arrière, loin de ses caprices de jeunesse, était désormais loué de tous. Il suffit de voir une photo de l'effectif 2010 pour comprendre que seul un meneur d'hommes d'exception pouvait mener cette équipe au sommet. Mis à part Pau Gasol, aucun des joueurs de cette mouture californienne n'était une référence à son poste. Ron Artest ou Lamar Odom étaient des joueurs de talent, mais au nom bien moins ronflant que des Paul Pierce, Ray Allen ou Kevin Garnett des Celtics. Nous sommes donc en 2010, Kobe Bryant a 32 ans et ne rêve que d'une chose, réaliser un nouveau three-peat. Alors qu'il se dirigeait vers la retraite, le mythique coach Phil Jackson rejoignit Kobe dans sa quête. Cette saison 2010-2011 serait sa dernière, tel qu'il expliqua. C'est mon bouquet final et j'espère terminer en apothéose. La saison commença sur les chapeaux de roue avec 8 victoires consécutives. Kobe devint même le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre le seuil des 27 000 points inscrits. Gagner un 6e titre n'était pas qu'une chimère pour l'arrière, qui pouvait alors égaler le total de son idole Michael Jordan. Les Lakers finirent à la 2e place de leur conférence, puis se débarrassèrent des Hornets d'un certain Chris Paul. Se dressèrent alors devant eux les Mavericks du vieillissant Dirk Nowitzki. Tous les experts d'ESPN sans exception pronostiquèrent une victoire des Lakers. La suite, une série cauchemardesque où Los Angeles sombra totalement. 6 mai 2011, les Lakers s'étaient menés 3-0 face aux Mavericks. Just gotta win one game, yeah. Everybody's tripping. Win one game. We'll win the next game and then you move on to the next one. It's as simple as that. Kobe Bryant autant que Phil Jackson exprimèrent leur totale confiance jusqu'aux derniers instants de cette série. Pour eux comme pour la presse, le destin était écrit, avec un three-peat en épilogue. La finalité, une véritable raclée, avec une élimination 4-0. Jackson pliait ses bagages, Kobe avait 33 ans. Tout était à reconstruire en Californie. I grew up, under him. So the way I approach things, the way I think about things, not only in basketball but in life in general, a lot of it comes from him because I've been around him so much. So it's a little weird for me to think about, what next year is going to look like. Adieu Phil Jackson, place à Mike Brown, un jeune coach avec une pression immense sur ses épaules. Replaçons-nous dans le contexte de l'été 2011. Les fans des Cavaliers brûlaient le maillot de LeBron James, Kevin Durant était l'enfant prodige de l'Oklahoma, Derrick Rose une sensation avec des genoux en parfait état. La Cité des Anges était pour sa part sonnée de l'élimination vécue face aux Mavs. À Los Angeles, tout autre résultat qu'un titre final est perçu comme un échec, surtout avec un compétiteur comme Kobe aux commandes.
La saison NBA 2011-2012 est probablement l'une des plus étranges de l'histoire moderne de la ligue. Incapable de s'entendre avec le syndicat des joueurs, la compétition décida purement et simplement de déclarer un lockout. Cette notion, juridiquement assez vague dans l'Hexagone, signifie la fermeture provisoire d'une entreprise pour répondre à un conflit collectif. Depuis son arrivée à la tête de la NBA en 1984, le commissionneur David Stern avait réussi la prouesse de faire de la compétition l'une des plus populaires aux quatre coins du monde. La NBA se métamorphosa sous sa coupe et les revenus explosèrent année après année. Si David Stern réalisa ce tour de force, c'est également de par son approche très stricte du management. Avec lui, pas de laxisme. Lorsqu'il fallait taper du poing sur la table, le natif de New York n'hésitait jamais. Cette direction opaque et intransigeante ne fut pas sans conflit avec les joueurs. La NBA connut ainsi 4 périodes de lockout mouvementés, en 1995, 1996, 1998 et 2011. Malgré les milliards perdus à cause de l'arrêt de la NBA, Stern pouvait se targuer de n'avoir rien perdu de son emprise sur la ligue. En décembre 2011, un accord fut trouvé avec le syndicat des joueurs. La saison pouvait enfin commencer. Maître de la communication, Stern voulait faire des scandales une affaire du passé. Malheureusement, son nom refit rapidement la une des médias. Pendant que la NBA avait mis la clé sous la porte, les Lakers fourmillaient pour réparer la cauchemardesque élimination face aux Mavericks. Conscient que Kobe n'était plus de toute première jeunesse, Los Angeles ambitionnait de lui offrir un meneur vedette, une première dans sa carrière. Dans leur viseur, un joueur définition du poste de meneur, un certain Chris Paul. With the 4th pick in the 2004 NBA draft, the New Orleans Hornets select Chris Paul from Wake Forest University. I hate to lose, no matter what it is. So I've always just had an edge, and if you step on my toes, I'm gonna tell you about it. Malgré son petit 1m83, Chris Paul a toujours réussi à se faire une place parmi les grands. Pendant que des jeunes s'illustraient par leurs dunks et autres acrobaties, c'est par son sens aigu du jeu que Paul se démarqua. Comment passer à côté d'un tel prodige ? En dernière année de lycée, le meneur se démontra avec une moyenne de 30,8 points, 5,9 rebonds, 9,5 passes décisives et 6 interceptions par match. Rejoignant ensuite l'université de Wake Forest, Chris Paul continua de démontrer ses géniales qualités de meneur, tout autant que son caractère, parfois limite. Malgré son talent indéniable, 3 équipes passèrent à côté de Paul lors de la draft de 2005. Pour elles, sa petite taille était un défaut à ne pas négliger. Quelle erreur! Les Bucks choisirent Andrew Bogut, les Hawks Marvin Williams, le Jazz Deron Williams. Aucun d'entre eux ne connurent la même ascension que Chris Paul. Nommé rookie de l'année 2006, Paul réussit à placer sur la carte les Hornets de la Nouvelle-Orléans, une équipe à l'histoire tumultueuse. D'abord connue sous le nom de Charlotte Hornets, cette équipe posa ses bagages en Louisiane en 2002. Malgré le fait d'avoir connu un réel engouement dans les années 80 et 90, les Charlotte Hornets avaient perdu le soutien de leurs fans ainsi que de la municipalité en froid avec le propriétaire George Sheen. Dans un marché pauvre comme celui de la Nouvelle-Orléans, de surcroît impacté par l'ouragan Katrina, les Hornets étaient devenus le boulet de la NBA. C'est simple, avec des dettes à ne plus pouvoir en compter, l'équipe de la Nouvelle-Orléans était au bord du précipice. C'est alors que David Stern décida d'une action impensable. Contre 300 millions de dollars, la NBA elle-même allait racheter les Hornets de George Sheen. Ce procédé n'était pas sans précédent dans l'histoire du sport américain. La MLB l'avait par exemple effectué pour reprendre en main les agonisants Montréal Expos. Alors que le départ des Seattle Supersonics faisait encore grincer des dents, David Stern voulait à tout prix éviter un nouveau scandale à la Nouvelle-Orléans. La feuille de route était annoncée, prendre en main les Hornets afin de leur trouver un repreneur. Mais entre-temps, la NBA se trouva dans une position unique, en gérant d'elle-même l'une de ses franchises. Les remue-ménages louisianais ne furent pas sans déplaire à la vedette Chris Paul. Si l'équipe n'est pas là pour gagner des matchs, alors je ne suis pas contre l'idée d'être transféré. En 2011, Paul n'était qu'à une seule année de la fin de son contrat. Avec ses 16 points, 10 passes et 2 interceptions de moyenne, nombreuses étaient les équipes à vouloir s'attacher ses services. Problème, imaginer un transfert n'était pas chose facile. En effet, dans cette situation exceptionnelle, les Hornets étaient la propriété de la NBA, qui est elle-même propriété de ses 30 franchises. Par souci de transparence, la Ligue déclara aux médias qu'elle laisserait l'organigramme en place aux Hornets gérer les affaires courantes de l'équipe. Le general manager Dell Demps n'en demandait pas tant.
À l'approche de Noël 2011, et alors que le lockout sévissait toujours, une bombe tomba sur la planète du basketball. Big time three-team trade, blockbuster trade. Chris Paul is joining the Los Angeles Lakers. But me and Kobe had actually got on the phone and talked about, this and that. And me and my brother was about to get on a flight to fly to LA. Sensationnel. Alors que la ligue était à l'arrêt, les Lakers marquèrent un très grand coup en convainquant les Hornets de leur lâcher Chris Paul. Ce transfert était rocambolesque. Les Lakers obtenaient Paul en envoyant aux Hornets Lamar Odom et Pau Gasol aux Rockets. En échange, la Nouvelle-Orléans obtint des Texans Luis Scola, Kevin Martin et Goran Dragic. Pour tous les observateurs, les Lakers étaient les grands gagnants de ce deal. En effet, non seulement les Californiens allaient associer Chris Paul et Kobe Bryant, mais ils possédaient encore assez de marge salariale pour faire venir le grand nom Dwight Howard. L'annonce du transfert retentit alors que Jenny Buss des Lakers était en réunion avec les autres propriétaires pour résoudre le lockout. Pour eux, hors de question de laisser ce trade se faire. Teams felt like, how is that possible? We didn't get a chance to make a trade for Chris Paul. And so they all attacked the league and said this wasn't fair. And Norman, a blockbuster mega trade routing Chris Paul to the Los Angeles Clippers collapsed Monday afternoon. Exceptionnelle de bout en bout, cette situation prit une tournure quasi dramatique. Dan Gilbert, propriétaire des Cavaliers, écrivit sans plus attendre à David Stern. Ce serait une parodie de permettre aux Lakers d'acquérir Chris Paul. Ce transfert devrait être voté par les 29 propriétaires des Hornets. Je ne me souviens pas avoir jamais vu un échange où une équipe a obtenu de loin le meilleur joueur du deal et a économisé plus de 40 millions de dollars dans le processus. Je ne vois tout simplement pas comment nous pouvons permettre à ce transfert de se produire. Je sais que la grande majorité des propriétaires ressentent la même chose que moi. Moins de 24 heures après l'annonce du trade, la NBA déclara y mettre son veto. Tous les éléments concordent à montrer que Stern lui-même, sous la pression des autres propriétaires, décida de tuer le deal. Depuis que la NBA a acheté les Hornets de la Nouvelle-Orléans, la responsabilité finale des décisions nous incombe. Toutes les décisions sont prises en fonction de ce qui est dans le meilleur intérêt des Hornets. Dans le cas de la proposition d'échange qui a été faite aux Hornets pour Chris Paul, nous avons décidé que l'équipe ferait mieux de le garder que d'accepter ce transfert. Quelques années plus tard, et avec moins de langue de bois, Stern se remémora. Dell Demps m'a appelé en me disant qu'il venait d'accepter un transfert. Je lui ai dit « Quoi ? On est en plein milieu d'un lockout et tu veux que j'accepte ça ? On peut trouver bien mieux que Kevin Martin et Luis Scola. » I didn't veto anything. Acting on behalf of the owners, as the owners' rep, New Orleans decided not to make the trade. Well, whose decision was it to stop the trade? No, not to stop. No, not to stop. There's no superstar that gets traded in this league unless the owner says, go ahead with it. And in the case of New Orleans, the representative of the owner said, that's not a trade we're going to make. But that representative was you, if I might. Correct. What? So, in effect, then, you said the trade is not going to go through. I said that New Orleans would not make the trade that had been proposed to them. And was that the right move to make? You buy a ticket and see. We'll see how it works out. It's just the business that we're in. Owners can make trades, and in this situation, the commissioner has the right to void the trade. So for the players involved, it's always tough. Kobe Bryant, Chris Paul. Voici un magnifique duo mort dans l'œuf qui laissera pour toujours un goût amer aux amateurs de basketball. Les Lakers finirent bel et bien par faire venir Dwight Howard. Cette saison fut une véritable catastrophe. Jamais Kobe Bryant ne rejouera le haut du tableau. La déception fut d'autant plus grande pour le Black Mamba que Paul atterrit finalement à Los Angeles, mais du côté des Clippers. Chris is a fantastic player. I mean, they've made a great addition. And of course, you know him personally. Oh yeah, I absolutely do. And I know he's happy to finally move on with his career, and instead of being stuck down in New Orleans. Aux côtés de la série Lakers King de 2002, le départ des Sonics ou le scandale des matchs truqués de l'arbitre Tim Donaghy, le trade annulé de Chris Paul fait partie des taches noires de la carrière de David Stern. En 2012, les Hornets furent revendus avec un bénéfice de 40 millions de dollars à la clé.
La discorde avec le syndicat des joueurs fut résolue et la ligue continua d'engranger la machine à cash. Kobe ne gagna plus jamais de titre et, à date de cette vidéo, Chris Paul n'a toujours aucune bague à ses doigts. Pauvres fans qui passèrent là à côté d'un duo Kobe et CP3 à faire saliver toutes les bouches. Finalement, cet imbroglio nous aura confirmé un fait. Le basketball est un sport qui se joue à 5 contre 5 et à la fin, c'est la NBA qui gagne.